L'affaire en règlement de juge se poussa vivement au conseil. Chacun de nous, excepté monsieur de Lesdiguières et Moé, à cause de notre minorité, y forma une demande à part pour allonger, chose dont nous ne nous cachions plus. Force factum, de part et d'autre, et force sollicitation, comme nous avions fait au Parlement. Monsieur de Vendôme et Mouet fûmes chargés d'aller ensemble parler au chancelier Boucherat, et nous y fûmes à la chancellerie à Versailles, de chez Livry, où monsieur de Vendôme m'avouait donné rendez-vous. Argouges, Bignon, Ribert et Harlay, gendre du chancelier, tous conseillers d'État, furent nos commissaires, et Creil de Choisy, maître des requêtes, rapporteur. Quantité de conseillers d'État se récusèrent, Bignon aussi, comme parent de la duchesse de Rohan. Nous regrettâmes sa vertu et sa capacité, et on ne le remplaça point. Argouges s'étouait ouvert à monsieur de la Rochefoucauld d'être pour nous, et manqua de parole, ce que le duc lui reprocha cruellement. Ribert, gendre du premier président de Novion, grand ennemi des pairs, et aussi fort maltraité par eux, fut soupçonné d'avouer épouser les haines de son beau-père, quoique homme d'honneur et de probité. Harley fut entraîné par sa famille et par le bel air auquel il n'était pas insensible. Cette même raison donna à monsieur de Luxembourg le gros des maîtres des requêtes, petit maître de robe et fort peu instruit du droit public et de ses grandes questions, de manière que nous fûmes renvoyés au Parlement, mais notre vue n'en fut pas moins remplie, nous voulions gagner temps, et par ce moyen notre procès se trouva hors d'état d'être jugé de cette année. Cependant, les procédures s'étaient peu à peu tournées en procédés. Il y avouait toujours eu quelques propos aigres-doux à l'entrée du conseil entre quelques-uns de nous et monsieur de Luxembourg, et comme c'est une suite presque immanquable dans ces sortes de procès de rang, l'aigreur et la pique s'y étaient mises. Je ne fus pas le seul à qui plus particulièrement qu'aux autres. Monsieur de Luxembourg fit sentir la sienne, qui pour le dire en passant ne saluait presque plus monsieur de la Rochefoucauld, et plus du tout messieurs de la Trémoëlle et de Richelieu. Il était plus personnellement outré contre ce dernier d'avouer vu toutes ces mesures rompues par le règlement de juge entrepris au conseil sous son nom. Aussi n'épargna-t-il sa personne, ni sa conduite, ni le ministère du cardinal de Richelieu dans un de ses factums. Monsieur de Richelieu, très vivement offensé, fit sur-le-champ une réponse, et tout de suite imprimée et distribuée, par laquelle il attaqua la fidélité dont monsieur de Luxembourg avouait vanter sa maison, par les complots du dernier duc de Montmorency, pris en bataille dans son gouvernement contre le feu roué à Castelnaudary, et pour cela exécuté à Toulouse en 1632, et la personne de monsieur de Luxembourg, par sa conduite sous monsieur le prince, par sa prison pour les poisons et les diableries, par la sellette sur laquelle il avouait été interrogé et avouait répondu, et par la lâcheté qu'il avouait empêché en cette occasion de réclamer les droits de sa dignité et demander à être jugé en forme de péri. Outre ces faits, fortement articulés, le sel le plus âcre y était répandu partout. Monsieur de Richelieu ne s'en tint pas là. Il rencontra monsieur de Luxembourg dans la salle des gardes à Versailles. Il fut droué à lui. Il lui dit qu'il était fort surpris de son procédé à son égard, mais qu'il n'était point ladre, ce furent ses termes, que dans peu il enverrouait parouêtre une réponse aussi vive que son factum la méritait, qu'au reste il vouloit bien qu'il sût qu'il ne le craignouait ni à pied ni à cheval, ni lui ni sa séquelle, ni à la cour ni à la ville, ni même à l'armée, quand bien même il irait, ni en pas un lieu du monde. Tout cela fut dit avec tant d'impétuosité, et il lui tourna le dos après avec tant de brusquerie, que monsieur de Luxembourg n'eut pas l'instant de lui répondre un mot, et, quoique fort accompagné à son ordinaire et au milieu des grandeurs de sa charge, il demeura confondu, l'effet répondit à la menace, le lendemain le factum fut signé et débité partout.
Des pièces aussi fortes et une telle sortie faite à un capitaine des gardes du corps au milieu de sa salle firent le bruit qu'on peut imaginer. Tous les ducs opposants et tout ce qu'ils eurent d'amis très disposés à soutenir pleinement le duc de Richelieu, tout ce que la charge et le commandement des armées donnaient de partisans en même dessein pour lui, étouaient un mouvement fort nouveau qui pouvait avoir de grandes suites. Monsieur de Luxembourg sentit à travers sa colère qu'il s'était attiré ce fracas par les injures de son factum. Il comprit que solliciter pour lui ou prendre un parti éclatant contre 17 pairs de France serait chose fort différente, et la dernière une partie difficile à lier, que les princes du sang, ses amis intimes, se garderaient bien de s'y laisser aller, que le rouet, qui au fond ne l'aimait pas, serait tenu de près par le gros de ses partis, et en particulier par le duc de la Rochefoucauld, et que madame de Maintenon, amie intime de tous les temps du duc de Richelieu, et toujours depuis dans la liaison la plus étroite avec lui, qui seul de la cour la voyait à toute heure, ferait son affaire propre de la sienne. Le héros en pâlit, et eut recours à ses amis pour le tirer de ce fâcheux pas. Il s'adressa à monsieur le prince et au duc de Chevreuse et de Beauvilliers, à quelques autres encore de moindre étoffe qu'il crut le pouvoir servir. Il fit offrir, par les troués premiers à monsieur de Richelieu, une excuse verbale avec la suppression entière de son factum, à condition de celle de la réponse. Monsieur de Richelieu, prié de se trouver chez monsieur le prince avec les ducs de Chevreuse et de Beauvilliers, y fut prêché plus d'une fois sans se vouloir rendre, tandis que sa réponse courrouait de plus en plus, et qu'il la faisait distribuer à pleine main, et à la fin se rendit. Là fut réglé comme la chose devait se passer. Monsieur de Luxembourg, à jour et heure marqués, rencontra monsieur de Richelieu chez le rouet, dans un de ces temps de la journée où il y a le plus de monde. Il s'approcha de lui, et lui dit ces propres termes, qu'il était très fâché de l'impertinence du factum publié contre lui, qu'il lui en faisait ses excuses, qu'il le suppliait d'être persuadé qu'il l'avouait toujours fort estimé et honoré, et le faisait encore, ainsi que la mémoire de monsieur le cardinal de Richelieu, qu'au reste il n'avouait point du tout vu cette pièce, qu'il châtierait ces gens d'affaires, auxquels il avouait toujours soigneusement défendu toutes sortes d'invectives, qu'enfin il avouait donner ordre très précis pour la faire entièrement supprimer. Monsieur de Richelieu, vif et bouillant, le laissa dire, et lui répondit après quelques honnêtetés entre ses dents, qu'il finit par une assurance mieux prononcée qu'il ferait aussi supprimer sa réponse. Elles le furent en effet de part et d'autre, mais après que monsieur de Richelieu nous en eut donné à nous tous, et à notre conseil, à ses amis à pleine main, et surtout aux bibliothèques. En même temps, l'honnêteté et la bienséance furent un peu rétablies entre monsieur de Luxembourg et nous. Je fus surpris d'en recevoir le premier des demi-révérences. J'ai répondu par d'entières qui l'engagèrent à me saluer désormais à l'ordinaire, mais sans nous parler ni nous approcher, comme cela n'arrivait que très rarement et à fort peu d'entre nous. Monsieur de Bouillon, anciennement en cause avec nous, s'en était désisté, comme je l'ai dit, dès le commencement de ce renouvellement, et, sans nous en dire un mot à pas un, l'avouait fait signifier à quelques-uns de nous, entre autres à monsieur de la Rochefoucauld et à moi. Son prétexte était misérable, parce qu'il n'avouait rien de commun avec monsieur de Luxembourg. Celui-ci prétendait à titre de son mariage, l'autre par celui de son échéance de Sedan avec le rouet. Il fut mal payé de cette désertion en plus d'une matière. Il en parla au premier président qui, n'ayant pas les mêmes raisons à son égard qu'à celui de monsieur de Luxembourg, lui répondit avec un sourire moqueur et une gravité insultante, que les duchés d'Albret et de Château-Thierry ne sont point femelles dans leur première érection, qu'elles avouaient été faites pour Henri III et pour Henri IV, avant qu'ils parvinssent à la couronne,
que, pour obtenir l'ancienneté de ses érections, il fallait qu'il prouvât sa descendance masculine de ses princes, qu'il souhaitait pour l'amour de lui qu'il le pût faire, et le laissa fort étourdi et fort honteux d'une réponse si péremptoire, et tel monsieur de Luxembourg, de son côté, n'oublia aucune raison dans un de ses factums pour mettre au grand jour la chimère de la prétention de monsieur de Bouillon et pour la mettre en poudre. De sorte que nous aurions été pleinement vengés, et par nos partis mêmes, si le crédit et la considération que nous pouvions espérer de son union avec nous avaient pu nous laisser quelque chose à regretter. Honteux enfin d'être si mal reconnu de ceux à qui il avouait voulu plaire, et embarrassé à l'excès des plaisanteries finies de monsieur de Chaume, et des railleries piquantes de messieurs de la Trémouelle et de la Rochefoucauld, il fit des excuses au dernier, se rejeta sur ses gens d'affaires et avoua son tort et son repentir. Pour monsieur de Chevreuse, qui se couvrit du prétexte du mariage de sa fille, comme je l'ai dit plus haut, et qui cachouait sous cette apparence sa prétention de l'ancienne érection de Chevreuse, il ne fut point du tout ménagé par son oncle de Chaulnes, qui le mettait à bout par ses railleries qu'il ne finissait point, et auquel il se lâchouait avec moins de ménagement qu'il n'aurait fait avec un étranger. Nous perdîmes à celui-là beaucoup, et par sa considération, et par son esprit et sa capacité, et par un grand nombre de mémoires sur toutes ces matières de pairie, faits ou recueillis par le duc de Luynes, son père, qui y était fort savant, et qu'il ne voulut jamais nous communiquer. Ce procès donna occasion à une autre tentative. Le célèbre duc d'Épernon avait été fait duc et père, 27 novembre 1581, un mois avant la première érection de Piney, dont monsieur de Luxembourg prétendait l'ancienneté sur nous. Son fils aîné, mort à Casales, 11 février 1639, à 48 ans, n'eut point d'enfant. Le cardinal de la Valette, son frère, mourut à Rivoli, près de Turin, 28 septembre, même année 1639, à 47 ans. Général de l'armée française, tous deux avant leur fameux père, mort, retiré à Loches, en 1641, à 88 ans. Le duc d'Épernon, son second fils, qui lui succéda, mourut à Paris, 25 juillet 1661, à 71 ans. Il avouait perdu le duc de Candale, son fils unique, sans alliance, à Lyon, 28 janvier 1658, à 30 ans, et ne laissa qu'une seule fille qui voulut absolument quitter un si puissant établissement et se faire carmélite à Paris, au couvent du faubourg Saint-Jacques, où elle est morte, 22 août 1701, à 77 ans et 53 de profession, que la reine faisait toujours asseoir et par ordre du rouet, quand elle allouait aux carmélites, comme duchesse d'Épernon, malgré toute l'humilité de cette sainte et spirituelle religieuse. Ainsi, le duché Péry d'Épernon était éteint depuis 1661. Le premier et fameux duc d'Épernon avouait un frère aîné tué, sans enfant, devant Roquebrune, de Provence, qui l'assiégeait, 11 février 1592, général de l'armée du Rouet, à 40 ans, homme de la meilleure réputation et de la plus grande espérance. Ils avouaient 3 sœurs, dont les 2 cadettes moururent mariées, l'une au frère du duc de Joyeuse, qui de douleur de sa mort se fit capucin, et c'est ce célèbre capucin de Joyeuse dont la fille unique épousa le duc de Montpensier, qui ne laissa qu'une fille unique, que le feu Rouet fit épouser à Gaston, son frère, qui n'en eut qu'une fille unique. Mademoiselle de Montpensier, morte fille en 1693, dont j'ai ci-devant parlé. L'héritière de Joyeuse, fille du Capucin et de la sœur du premier duc d'Épernon, et veuve du dernier Montpensier, se remaria au duc de Guise, fils de celui qui fut tué aux derniers états de Blois, dont plusieurs fils morts sans alliance, le duc de Guise, dit de Naples, de l'expédition qu'il y tenta,
mort sans enfant, le duc de Joyeuse, père du dernier duc de Guise, qui eut l'honneur d'épouser mademoiselle d'Alençon, dernière fille de Gaston en 1667, et qui mourut à Paris en 1671, à 21 ans, ne laissant qu'un fils unique, mort en 1675, avant 5 ans. Mademoiselle de Guise, qui avouait fait ce grand mariage de son neveu, et qui a vécu fille avec tant de splendeur, et est morte à Paris, la dernière de la branche de Guise, 3 mars 1688, à 77 ans, et l'abbesse de Montmartre. De cette sœur de M. d'Épernon, aucun descendant n'en a réclamé la pairie. L'autre sœur cadette épousa le comte de Brienne, depuis duc à Brevet, fils du frère aîné du premier duc de Luxembourg-Piney, et elle mourut sans enfant, et son mari le dernier de sa branche. Ainsi, nulle prétention. Leur sœur aînée avouait épouser, 21 avril 1582, Jacques Gaute, marquis de Rouillac, grand sénéchal de Guyenne. Leur fils Louis Gaute, marquis de Rouillac, hérita de la terre d'Épernon. Il mourut en 1662 et laissa un fils né en 1631 qui porta le nom de marquis de Rouillac, mais qui fut plus connu sous le nom de faux duc d'Épernon, parce qu'il en prit le titre après la mort de son père, qu'il se faisait donner par ses amis et par ses valets. C'était un homme violent, extraordinaire, grand plaideur, et qui eut des aventures de procès fort désagréables. Il se piqua d'une grande connaissance de l'histoire, et fit imprimer un ouvrage de la véritable origine de la dernière race de Norway, qui trouva des critiques et des savants qui le réfutèrent. Il n'eut jamais aucun honneur, ni ne put obtenir permission de porter ses prétentions en jugement. Il ne laissa qu'une seule fille et point de fils, et fut le dernier de sa branche. Cette fille se trouva avouer infiniment d'esprit, de savoir et de vertu. Elle se fit beaucoup d'amis et d'amies, et entre autres mademoiselle, fille de Gaston, qui obtint du rouet de fermer les yeux à ce qu'elle se fit appeler madame, comme duchesse d'Épernon, sans pourtant en avouer ni rang, ni honneur, ni permission de faire juger sa prétention. Ce procès de M. de Luxembourg la réveilla. Le cardinal d'Estrées étouait fort bien auprès du rouet, et toute sa maison étouait en splendeur. Elle s'adressa à lui et au maréchal d'Estrées, son frère, pour obtenir la permission du rouet de faire juger sa prétention en épousant le comte d'Estrées, vice-amiral, en survivance du maréchal son père. Le rouet y entra, et aussitôt messieurs d'Estrées se mirent en grand mouvement. Ils sentirent bien que la sœur d'un homme fait duc et père, et non appelé par ses lettres d'érection au défaut de sa postérité, n'a nul droit d'y rien prétendre. Mais ils espérèrent de nous épouvanter par leur bruit et leur crédit, et en même temps de nous séparer et de nous séduire. Ils briguèrent donc ce qu'ils purent, et nous firent proposer de se départir de l'ancienneté et de prendre la queue, mais secrètement à chacun sa part pour, à cette condition, obtenir un acquiescement de ceux qui s'en trouvent roués, éblouis. Malheureusement pour messieurs d'Estrées, le procès de monsieur de Luxembourg avouait uni ceux qu'il attaquait, et les rassemblait en ce temps-là chez Riparfond, leur avocat, toutes les semaines, une fouée de règles et très souvent davantage. Là, chacun rapporta ce qui lui avoué était proposé par messieurs d'Estrées, sous le spécieux prétexte d'accélérer leur mariage, et d'éviter les piques et les brouilleries qui naissent si aisément de ces sortes d'affaires, mais sans toutefois aucune inquiétude du succès. On y trouva, premièrement, un défaut de droit radical tel que je le viens d'expliquer. Deuxièmement, la proposition de céder l'ancienneté illusoire comme ne dépendant point d'un duc d'Épernon par héritage, puisqu'il ne le pouvait être qu'au titre et par conséquent de la date de son érection, et que de plus, quand il la pourrait céder, ses enfants se rouaient toujours en état de la reprendre.
Il fut donc résolu de se moquer de ces manèges, et de répondre sur le même ton que les services et le crédit de messieurs d'Estrées devaient plutôt leur procurer une érection nouvelle en faveur de monsieur le comte d'Estrées, qu'un procès dont nous soutiendrions unanimement le pouls sans aucune crainte de l'issue. Messieurs d'Estrées, voyant ainsi la ruse et la menace inutiles, sentirent bien qu'ils ne réussiraient pas. Le mariage fut rompu, et il ne fut plus question de cette prétention. Toutes ces affaires différentes ne furent rien en comparaison d'une autre qu'elles firent naître, et dont l'entreprise donna lieu à la plus grande plaie que la pairie put recevoir, et qui en devint la lèpre et le chancre. L'abbé de Chaulieu, qui gouvernoit les affaires de monsieur de Vendôme, imagina de lui faire prétendre l'ancienneté de la première érection de Vendôme en faveur du père du rouet de Navarre, père d'Henri IV, et d'attaquer les ducs d'Uzès, d'Elbeuf, Ventadour, Montbazon ou Guémené, et la Trémoëlle ses anciens. Feu monsieur d'Elbeuf, père de celui-ci, s'était toujours montré fort uni au père et fort jaloux des Drouets et du rang de la pairie, en ce qui ne touchait point les princes étrangers. Monsieur de Chaulnes avouait attaquer monsieur d'Elbeuf par de fines railleries sur son indolence contre monsieur de Luxembourg, et il était venu à bout de l'exciter à imiter son père, jusqu'à lui faire des remerciements de lui avoir ouvert les yeux, et il en était là, lorsque monsieur de Vendôme, persuadé par l'abbé de Chaulieu, obtint la permission du rouet d'attaquer ses anciens, et leur donna la première assignation. Comme cela ne fut point poussé, je n'entrerai pas dans le prétendu rouet de l'un ni dans celui des autres. L'affaire se commença à l'ordinaire fort civilement de part et d'autre, mais à peine y eut-il quelque procédure commencée que l'humeur s'y mit. Dans ces circonstances, il arriva ce qui n'arrivait presque jamais, et que depuis ne vit-on peut-être plus, que des gens sans charge suivissent le rouet s'en aller promener de Versailles à Marly. Le rouet allouait toujours seul dans une calèche. Ce jour-là, le second carrosse fut du capitaine des gardes et de monsieur de la Rochefoucauld, et avec eux de monsieur le Grand, qui ne suivait guère, et par extraordinaire des ducs d'Elbeuf et de Vendôme. Ces deux derniers parlèrent bientôt de leur procès avec civilité réciproque. Mais sur les significations réciproques, ils s'aigrirent, se picotèrent, et enfin se querellèrent. Monsieur d'Elbeuf dit à monsieur de Vendôme qu'il n'était de naissance ni de dignité à ne rien céder, et qu'il le pressait de rouer partout comme avaient fait ses pères. Monsieur de Vendôme lui répondit avec feu qu'il ne pouvait pas avouer, encore oublier que son père n'avouait pas pris l'ordre parce qu'il y aurait précédé. L'autre à lui répliquer, avec encore plus de chaleur, qu'une fouet n'était pas coutume, et que lui-même se pouvait souvenir de l'aventure de son grand-père aux obsèques d'Henri IV, qui, au terme de la déclaration d'Henri IV d'un mois auparavant et non enregistrée, voulut prendre le premier rang, et qui fut pris lui-même par le bras, par le duc de Guise, qui lui dit que ce qui pouvait être hier n'était plus bon aujourd'hui, en le mettant derrière lui, et lui fit prendre le rang de son ancienneté de pairie, dont il n'était pas sorti depuis. Monsieur de Vendôme aurait bien pu répliquer sur la promotion de l'ordre de Louis XIII, mais monsieur de la Rochefoucauld et monsieur le Grand mirent le holà, les firent taire et finirent cette dispute si vive et si haute le plus doucement qu'ils purent, comme ils arrivaient à Marly. La promenade et le retour se passèrent sans plus parler du procès et civilement entre eux. Mais dès que monsieur de Vendôme fut revenu à Versailles, il alla conter à monsieur du Maine ce qui lui était arrivé. Celui-ci, qui peu à peu par un usage dont le rouet soutenait l'usurpation, avouait pris toutes les manières des princes du sang, et en recevait à peu près tous les honneurs, sentit le peu d'assurance de son état.
Il dit à monsieur de Vendôme de parler au roué de ce qui lui venouait d'arriver et de le laisser faire. En effet, dès le même soir, immédiatement avant le coucher du roué, monsieur Dumaine lui fit sentir le besoin qu'il avouait de titres enregistrés qui constatassent son rang, et le roué, qui n'y avouait pas songer, résolut de n'y perdre pas un moment. Le lendemain, il ordonna à monsieur de Vendôme de se désister juridiquement de sa prétention du rang de la première érection de Vendôme, et il manda pour le jour suivant le premier président, le procureur général et le doyen du Parlement, et dès ce même jour qui suivit cet ordre, la signification du désistement fut faite, qui surprit infiniment. Ce ne fut pas pour longtemps. Le roué ordonna à ces messieurs de dresser une déclaration en faveur de ses fils naturels, revêtus de pairie, pour précéder au Parlement et par tous autres pairs plus anciens qu'eux, de l'étendre beaucoup plus que celle d'Henri IV, et de les mettre au niveau des princes du sang. Harley, qui avouait 100 000 écus de brevet de retenue sur sa charge de premier président, venouait d'en obtenir 50 000 d'augmentation. Il est joué trop bon courtisan pour ne pas saisir une si sensible occasion de plaire, et trop habile pour n'en pas tirer tous ses avantages, et pour souhait, et pour les usurpations de sa compagnie sur les pairs, en leur donnant les bâtards pour protecteurs par leur intérêt. Il pria donc le roué de trouver bon qu'il pensât quelques jours à une solide exécution de ses ordres, et qu'il pût en conférer avec celui principalement qu'il regardouait. C'est ce qu'il avouait grand intérêt de lui faire goûter, et par lui au roué l'adroué parti qu'il se proposouait d'en tirer pour les usurpations du Parlement, et de s'en faire à souhait même un protecteur, à tirer sur le temps pour le conduire à son but personnel. Il fit donc entendre à monsieur Dumaine qu'il ne ferouait jamais rien de solide qu'en mettant les princes du sang hors d'intérêt, et en leur en donnant un de soutenir ce qui serait fait en sa faveur, que pour cela il falloit toujours laisser une différence entière entre les distinctions que le Parlement faisoit aux princes du sang, et celles qu'on lui accorderouait au-dessus des pairs, et former ainsi un rang intermédiaire qui ne blessât point les princes du sang, et qui au contraire les engageât à les maintenir dans tous les temps, par l'intérêt de se conserver un entre-deux entre eux et les pairs, que pour cela il falloit lui donner la préséance sur tous les pairs, et les forcer à se trouver à l'enregistrement de la déclaration projetée, et à sa réception en conséquence qui se devoit faire tout de suite, lui donner le bonnet comme au prince du sang, qui depuis longtemps ne l'est plus au pair, mais lui faire prêter le même serment des pairs sans aucune différence de la forme et du cérémonial, pour en laisser une entière à l'avantage des princes du sang qui n'en prêtent point, et pareillement le faire entrer et sortir de séance, tout comme les pairs, au lieu que les princes du sang traverse le parquet, l'appeler par son nom comme les autres pairs en lui demandant son avis, mais avec le bonnet à la main un peu moins baissé que pour les princes du sang, qui ne sont que regardés sans être nommés, enfin le faire recevoir et conduire au carrosse par un seul huissier à chaque fouet qu'il viendra au Parlement, à la différence des princes du sang qui le sont par deux, et des pairs dont aucun n'est reçu par un huissier au carrosse que le jour de sa réception, et qui, sortant de séance deux à deux, sont conduits par un huissier jusqu'à la sortie de la grande salle seulement. Monsieur Dumaine fut extrêmement satisfait de tant de distinction au-dessus des pairs et d'être si rapproché de celle des princes du sang, sans courir le risque de les blesser, et fut surtout fort touché de l'adresse avec laquelle ce rang intermédiaire était imaginé par le premier président pour lui assurer en tout temps la protection de tous ses avantages par celui qu'on y faisait trouver aux princes du sang pour eux-mêmes. Monsieur Dumaine, content, le roué le fut aussi. Il ne fut donc plus question que de dresser la déclaration que le premier président avouait déjà minutée et qu'il ne fit qu'envoyer au net pour être scellée.
Ce fut alors qu'il sut se servir de monsieur Dumaine pour faire proposer au roué sa récompense. Il avouait déjà eu quelque sorte de paroles ambiguës, mais qui n'étouaient pourtant qu'une espérance d'être fait chancelier, lorsque le roué, voulant légitimer les enfants qu'il avouait de madame de Montespan, sans nommer la mère, dont il n'y avouait point d'exemple, Harlay consulté, lord procureur général suggéra l'expédient d'embarquer le Parlement par celle du chevalier de Longueville qui réussit si bien. En cette occasion-ci, il se fit donner formellement parole par le roué qu'il succéderait à Boucherat, chose qui le flatta d'autant plus que le chancelier était alors fort vieux et ne pouvait le faire attendre longtemps. Pour l'exécution de la déclaration, le roué en parla au prince du sang, qui ne crurent avouer que des remerciements à faire. Le roué les pria de se trouver au Parlement, et monsieur le duc et monsieur le prince de Conti de lui faire le plaisir de conduire monsieur du Maine en ses sollicitations. On peut juger s'ils le refusèrent. De là, le roué fit appeler l'archevêque de Reims. Il lui fit part de ce qu'il avouait résolu, lui dit qu'il croyait que les pairs seraient plus convenablement invités par lui-même à cette cérémonie que par monsieur du Maine, qu'ainsi monsieur du Maine n'irait pas chez eux, mais qu'il priait l'archevêque de se trouver au Parlement, et lui ordonnait d'écrire de sa part une lettre d'invitation à chaque pair. Un fils de monsieur Letellier était fait pour tenir tout à honneur venant du roué. Il lui répondit dans cet esprit courtisan, et de là s'en fut chez monsieur Dumaine. Ce fut le seul de tous les pairs qui commit cette bassesse. Pas un ne dit un mot au roué, ni à monsieur Dumaine, pas un né fut chez ce dernier, ni devant, ni après la cérémonie. Voici la lettre circulaire de l'archevêque au père. Monsieur, le roué m'a ordonné de vous avertir que monsieur le duc du Maine sera reçu au Parlement le 8 de ce mois de mai, en qualité de comte-père d'eux, et qu'il prendra sa place au-dessous de messieurs les princes du sang et au-dessus de messieurs les pairs. Sa Majesté vous prie de vous y trouver, et m'a chargé de vous assurer que cela lui ferait plaisir et qu'elle vous en saura bon gré. Je suis, etc. Les présidents amortiers et les présidents et doyens des conseillers de chaque chambre furent avertis de se trouver chez eux le 5 mai, et à peu près de l'heure, pour recevoir la sollicitation de monsieur Dumaine. Ce jour-là, arrivé de Versailles à l'hôtel de Condé, il y monta dans le carrosse de monsieur le duc avec monsieur le prince de Conti, tous deux au derrière et lui au devant avec monsieur le comte de Toulouse, qui était compris dans la même déclaration comme duc de Danville, mais qui ne fut pas reçu en même temps. Ce carrosse était fort chargé de pages et environné de laquais à pied. Suivaient les carrosses de monsieur le duc et de monsieur le prince de Conti, de monsieur Dumaine et de monsieur le comte de Toulouse, dans lesquels étaient les principaux de leur maison, avec force livrée, chacun un seul carrosse, excepté monsieur le duc qui, outre celui dans lequel il était, en avouait un autre rempli des principaux de chez lui. Ils firent ainsi leur sollicitation 2 jours de suite, et allèrent de même au Parlement, le jour de l'enregistrement des lettres patentes de la réception de monsieur Dumaine, mais sans monsieur le comte de Toulouse. Elle se fit suivant ce qui a été dit plus haut de la déclaration, et, au sortir de la cérémonie, ils furent dîner avec les pairs chez le premier président. Aucun des pairs n'osa manquer à s'y trouver de ceux qui étaient à Paris. Le bonhomme Laforce s'enfuit à sa maison de La Boulaye, proche d'Évreux, et le duc de Rohan écrivit au roué que sa prétention, de la première érection de Rohan pour son grand-père maternel, l'empêchait d'obéir, en cette occasion, à ses ordres. L'excuse était mal trouvée. C'était pour la première fois qu'il manifestait cette bizarre prétention,
Il n'en a jamais parlé depuis, et il est doué un des plus ardents opposants avec nous à celle de monsieur de Luxembourg. Messieurs d'Elbeuf et de Vendôme n'étaient pas reçus, ni moi non plus, Dieu merci. Monsieur de Chevreuse fut celui à qui le roué fit son remerciement pour tous les pères de s'être trouvé à la cérémonie pour lesquelles il lui fit force belles promesses générales, monnaie dont aucun ne se paya ni n'espéra rien de mieux avec trop de raison. Monsieur de Vendôme fut tôt après reçu avec les mêmes distinctions que l'avouait été monsieur du Maine, qui le mena sans cortège faire ses sollicitations à tout le Parlement, mais sans s'avertir. Ils furent chez tous les pairs. Le roué ne leur fit rien dire, trois ou quatre misérables seulement se trouvèrent à cette réception. Un moment avant celle de monsieur Dumaine, il y eut une petite vivacité de monsieur de la Trémouelle qui, impatienté de l'applaudissement que monsieur de Reims donnait à cette étrange nouveauté, lui dit qu'il ne doutait pas de son approbation, parce qu'il ne se souciait guère du rang des archevêques de Reims, mais que pour lui, il pensait tout autrement, et qu'il était fort sensible à celui des ducs de la Trémouelle. L'archevêque demeura muet, et le roué n'en fit pas semblant à monsieur de la Trémouille, et ne l'en traita pas moins bien. Peu de jours après cette réception, l'ambassadeur de Venise, avec la république duquel cela avouait été négocié, fit, à Versailles, sa visite à messieurs du Maine et de Toulouse, conduit par l'introducteur des ambassadeurs en cérémonie, et en usa, pour le premier exemple, comme avec les princes du sang. Cette parité, que le roué avouait fort à cœur, fut exprès différée après la réception de monsieur du Maine au Parlement, pour ne pas donner trop d'éveil auparavant au prince du sang, à qui cette visite ne pouvait pas être agréable. Cet exemple eut peine à être suivi par les autres ambassadeurs, mais, avec le temps et des négociations, il le fut à la fin, excepté des nonces.